Chapitre 5 de 813 par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Le prince Cernine à l'ouvrage, seconde partie. Section 3. Geneviève entra, vive et charmante. Toutes mes petites ont un dortoir. J'ai 10 minutes de répit. Eh bien, grand-mère, qu'est-ce que c'est? Tu as une figure toute drôle. Est-ce encore cette histoire? Non, mademoiselle, dit Cernine. Je crois avoir été assez heureux pour rassurer votre grand-mère. Seulement, nous causions de vous, de votre enfance, et c'est un sujet, semble-t-il, que votre grand-mère n'aborde pas sans émotion. De mon enfance, dit Geneviève en rougissant. Oh, grand-mère, ne la grondez pas, mademoiselle. C'est le hasard qui a amené la conversation sur ce terrain. Il se trouve que j'ai passé souvent par le petit village où vous avez été élevé. Aspremont? Aspremont, près de Nice. Vous habitiez là une maison neuve, toute blanche. Oui, dit-elle, toute blanche, avec un peu de peinture bleue autour des fenêtres. J'étais bien jeune, puisque j'ai quitté Aspremont à 7 ans. Mais je me rappelle les moindres choses de ce temps-là, et je n'ai pas oublié l'éclat du soleil sur la façade blanche, ni l'ombre de l'eucalyptus au bout du jardin. Au bout du jardin, mademoiselle, il y avait un champ d'oliviers, et sous un de ces oliviers une table où votre mère travaillait les jours de chaleur. C'est vrai, dit-elle, toute remuée. Moi, je jouais à côté. Et c'est là, dit-il, que j'ai vu votre mère plusieurs fois. Tout de suite, en vous voyant, j'ai retrouvé son image, plus gaie, plus heureuse. Ma pauvre mère, en effet, n'était pas heureuse. Mon père était mort le jour même de ma naissance, et rien n'avait pu la consoler. Elle pleurait beaucoup. J'ai gardé de cette époque un petit mouchoir avec lequel j'essuyais ses larmes. Un petit mouchoir à dessin rose. Quoi? Fit-elle, saisie d'étonnement. Vous savez, j'étais là un jour quand vous la consoliez. Et vous la consoliez si gentiment que la scène est restée précise dans ma mémoire. Elle le regarda profondément et murmura, presque en elle-même. Oui, il me semble bien. L'expression de vos yeux, et puis le son de votre voix. Elle baissa les paupières un instant et se recueillit, comme si elle cherchait vainement à fixer un souvenir qui lui échappait. Et elle reprit. Alors, vous la connaissiez? J'avais des amis près d'Aspremont, chez qui je la rencontrais. La dernière fois, elle m'a paru plus triste encore, plus pâle, et quand je suis revenu, c'était fini, n'est-ce pas, dit Geneviève. Oui, elle est partie très vite, en quelques semaines, et je suis resté seul avec des voisins qui la veillaient. Et un matin, on l'a emportée, et le soir de ce jour, comme je dormais, il est venu quelqu'un qui m'a prise dans ses bras, qui m'a enveloppée de couverture. Un homme, dit le prince. Oui, un homme. Il me parlait tout bas, très doucement. Sa voix me faisait du bien. Et en m'emmenant sur la route, puis en voiture dans la nuit, il me berçait et me racontait des histoires. De sa même voix. Elle s'était interrompue peu à peu, et elle la regardait de nouveau, plus profondément encore, et avec un effort visible pour saisir l'impression fugitive qui l'effleurait par instants. Il lui dit, et après, où vous a-t-il conduite? Là, mon souvenir est vague. C'est comme si j'avais dormi plusieurs jours. Je me retrouve seulement dans le bourg de Vendée, où j'ai passé toute la seconde moitié de mon enfance, à Montaigu, chez le père et la mère Isereau, de braves gens qui m'ont nourri, qui m'ont élevé, et dont je n'oublierai jamais le dévouement et la tendresse. Et ils sont morts aussi, ceux-là. Oui, dit-elle, une épidémie de fièvre typhoïde dans la région. Mais je ne le sus que plus tard. Dès le début de leur maladie, j'avais été emporté comme la première fois et dans les mêmes conditions, la nuit, par quelqu'un qui m'enveloppa également de couverture. Seulement, j'étais plus grande. Je me débattis, je voulus crier, et il dut me fermer la bouche avec un foulard. Vous aviez quel âge? 14 ans. Il y a de ça 4 ans. Donc, vous avez pu distinguer cet homme? Non, celui-là se cachait davantage, et il ne m'a pas dit un seul mot. Cependant, j'ai toujours pensé que c'était le même, car j'ai gardé le souvenir de la même sollicitude, des mêmes gestes attentifs, pleins de précautions. Et après, comme jadis, il y a de l'oubli, du sommeil. Cette fois, j'ai été malade, paraît-il. J'ai eu la fièvre. Et je me réveille dans une chambre gaie et claire. Une dame à cheveux blancs est penchée sur moi et me sourit. C'est grand-mère. Et la chambre, c'est celle que j'occupe là-haut. Elle avait repris sa figure heureuse, sa jolie expression lumineuse, et elle termina en souriant. Et voilà comme quoi madame Ernemont m'a trouvé un soir au seuil de sa porte, endormie paraît-il, comme quoi elle m'a recueilli, comme quoi elle est devenue ma grand-mère, et comme quoi, après quelques épreuves, la petite fille d'Aspremont goûte les joies d'une existence calme, et apprend le calcul et la grammaire à des petites filles rebelles ou paresseuses, mais qui l'aiment bien.
Elle s'exprimait gaiement, d'un ton à la fois réfléchi et allègre, et l'on sentait en elle l'équilibre d'une nature raisonnable. Cernine l'écoutait avec une surprise croissante, et sans chercher à dissimuler son trouble. Il demanda « Vous n'avez jamais entendu parler de cet homme depuis ? Jamais. Et vous seriez contente de le revoir ? Oui, très contente. Eh bien, mademoiselle... » Geneviève tressaillit. « Vous savez quelque chose ? La vérité peut-être ? Non, non, seulement... » Il se leva et se promena dans la pièce. De temps à autre, son regard s'arrêtait sur Geneviève, et il semblait qu'il était sur le point de répondre par des mots plus précis à la question qui lui était posée. Allait-il parler ? Madame Ernemont attendait avec angoisse la révélation de ce secret dont pouvait dépendre le repos de la jeune fille. Il revint s'asseoir auprès de Geneviève, parut encore hésiter, et lui dit enfin « Non, non, une idée m'était venue, un souvenir. » « Un souvenir ? Et alors ? Je me suis trompé. Il y avait dans votre récit certains détails qui m'ont induit en erreur. Vous en êtes sûr ? » Il hésita encore, puis affirma « Absolument sûr. » « Eh » dit-elle désappointée, « j'avais cru deviner que vous connaissiez... » Elle n'acheva pas, attendant une réponse à la question qu'elle lui posait, sans oser la formuler complètement. Il se tut. Alors, n'insistant pas davantage, elle se pencha vers madame Ernemont. « Bonsoir, grand-mère. Mes petites doivent être au lit, mais aucune d'elles ne pourrait dormir avant que je l'aie embrassée. » Elle tendit la main au prince. « Merci encore. »« Vous partez ?» dit-il vivement. « Excusez-moi. Grand-mère vous reconduira. » Il s'inclina devant elle et lui baisa la main. Au moment d'ouvrir la porte, elle se retourna et sourit, puis elle disparut. Le prince écouta le bruit de ses pas qui s'éloignaient, et il ne bougeait point, la figure pâle d'émotion. « Eh bien, dit la vieille dame, tu n'as pas parlé ? » « Non. Ce secret ? Plus tard. Aujourd'hui, c'est étrange, je n'ai pas pu. » « Était-ce donc si difficile ? Ne l'a-t-elle pas senti, elle, que tu étais l'inconnu qui 2 fois l'avait emporté ? Il suffisait d'un mot. Plus tard, dit-il en reprenant toute son assurance. Tu comprends bien. Cet enfant me connaît à peine. Il faut d'abord que je conquière des droits à son affection, à sa tendresse. Quand je lui aurai donné l'existence qu'elle mérite, une existence merveilleuse, comme on en voit dans les contes de fées, alors je parlerai. La vieille dame hocha la tête. J'ai bien peur que tu ne te trompes. Geneviève n'a pas besoin d'une existence merveilleuse, elle a des goûts simples. Elle a les goûts de toutes les femmes, et la fortune, le luxe, la puissance procurent des joies qu'aucune d'elles ne méprise. Si, Geneviève, et tu feras mieux, nous verrons bien. Pour l'instant, laisse-moi faire, et sois tranquille, je n'ai nullement l'intention, comme tu dis, de mêler Geneviève à toutes mes manigances. C'est à peine si elle me verra. Seulement, quoi ? Il fallait bien prendre contact. C'est fait. Adieu. Il sortit de l'école et se dirigea vers son automobile. Il était tout heureux. Elle est charmante et si douce, si grave. Les yeux de sa mère, ses yeux qui m'attendrissaient jusqu'aux larmes. Mon Dieu, comme tout cela est loin. Et quel joli souvenir. Un peu triste, mais si joli. Et il dit à haute voix. Certes, oui, je m'occuperai de son bonheur. Et tout de suite encore, et dès ce soir. Parfaitement. Dès ce soir, elle aura un fiancé. Pour les jeunes filles, n'est-ce pas la condition du bonheur ? Section 4. Il retrouva son auto sur la grande-route. « Chez moi, dit-il à Octave. » Chez lui, il demanda la communication de Neuilly, téléphona ses instructions à celui de ses amis qu'il appelait le docteur, puis s'habilla. Il dîna au cercle de la rue Cambon, passa 1 heure à l'opéra et remonta dans son automobile. « À Neuilly, Octave. Nous allons chercher le docteur. Quelle heure est-il ? 10h30. Fichtre, active. » 10 minutes après, l'automobile s'arrêtait à l'extrémité du boulevard Inkermann, devant une villa isolée. Au signal de la trompe, le docteur descendit. Le prince lui demanda « L'individu est prêt ? Empaqueté, ficelé, cacheté. En bon état ? Excellent. Si tout se passe comme vous me l'avez téléphoné, la police n'y verra que du feu. C'est son devoir. Embarquons-le. » Ils transportèrent dans l'auto une sorte de sac allongé qui avait la forme d'un individu et qui semblait assez lourd. Et le prince dit « À Versailles, Octave, rue de la Vilaine, devant l'hôtel des 2 empereurs. »« Mais c'est un hôtel borgne, fit remarquer le docteur, je le connais. »« À qui le dis-tu ? Et la besogne sera dure, pour moi du moins. Mais, sapristi, je ne donnerai pas ma place pour une fortune. Qui donc prétendait que la vie est monotone ? L'hôtel des 2 empereurs, une allée boueuse, 2 marches à descendre, et l'on pénètre dans un couloir où veille la lueur d'une lampe. Du poing, Cernine frappa contre une petite porte. Un garçon d'hôtel apparut. C'était Philippe.
celui-là même à qui, le matin, Cernine avait donné des ordres au sujet de Gérard Beaupré. « Il est toujours là ?» demanda le prince. « Oui. »« La corde ?»« Le nœud est fait. »« Il n'a pas reçu le télégramme qu'il espérait ?»« Le voici. Je l'ai intercepté. » Cernine saisit le papier bleu et lut. « Bigre !» dit-il avec satisfaction. « Il était temps. On lui annonçait pour demain un billet de 1000 francs. Allons, le sort me favorise. Minuit moins un quart. Dans un quart d'heure, le pauvre diable s'élancera dans l'éternité. Conduis-moi, Philippe. Reste là, docteur. » Le garçon prit la bougie. Ils montèrent au 3e étage et suivirent, en marchant sur la pointe des pieds, un corridor bas et puant, garni de mansardes, et qui aboutissait à un escalier de bois où moisissaient les vestiges d'un tapis. « Personne ne pourra m'entendre ?» demanda Cernine. « Personne. Les 2 chambres sont isolées. Mais ne vous trompez pas, il est dans celle de gauche. Bien, maintenant, redescends. À minuit, le docteur, Octave et toi, vous apporterez l'individu, là où nous sommes, et vous attendrez. » L'escalier de bois avait 10 marches que le prince gravit avec des précautions infinies. En haut, un palier et 2 portes. Il fallut 50 minutes à Cernine pour ouvrir celle de droite, sans qu'un grincement rompît le silence. Une lumière luisait dans l'ombre de la pièce. À tâtons, pour ne pas heurter une des chaises, il se dirigea vers cette lumière. Elle provenait de la chambre voisine et filtrait à travers une porte vitrée que recouvrait un lambeau de tenture. Le prince écarta ce lambeau. Les carreaux étaient dépolis, mais abîmés, rayés par endroits, de sorte que, en appliquant un œil, on pouvait voir aisément tout ce qui se passait dans l'autre pièce. Un homme s'y trouvait, qu'il aperçut de face, assis devant une table. C'était le poète Gérard Beaupré. Il écrivait à la clarté d'une bougie. Au-dessus de lui pendait une corde qui était attachée à un crochet fixé dans le plafond. À l'extrémité inférieure de la corde, un nœud coulant s'arrondissait. Un coup léger tinta à une horloge de la ville. « Minuit moins 5, pensa Cernine. « Encore 5 minutes. » Le jeune homme écrivait toujours. Au bout d'un instant, il déposa sa plume, mit en ordre les 10 ou 12 feuillets de papier qu'il avait noircis d'encre et se mit à les relire. Cette lecture ne parut pas lui plaire, car une expression de mécontentement passa sur son visage. Il déchira son manuscrit et en brûla les morceaux à la flamme de la bougie. Puis, d'une main fiévreuse, il traça quelques mots sur une feuille blanche, signa brutalement et se leva. Mais, ayant aperçu à 10 pouces au-dessus de sa tête la corde, il se rassit d'un coup avec un grand frisson d'épouvante. Cernine voyait distinctement sa pâle figure, ses joues maigres contre lesquelles il serrait ses poings crispés. Une larme coula, une seule, lente et désolée. Les yeux fixaient le vide, des yeux effrayants de tristesse, et qui semblaient voir déjà le redoutable néant. Et c'était une figure si jeune, des joues si tendres encore, que ne rayait la cicatrice d'aucune ride, et des yeux bleus, d'un bleu de ciel oriental. Minuit. Les 12 coups tragiques de minuit, auxquels tant de désespérés ont accroché la dernière seconde de leur existence. Au 12e, il se dressa de nouveau, et, bravement cette fois sans trembler, regarda la corde sinistre. Il essaya même un sourire. Pauvre sourire, lamentable grimace du condamné que la mort a déjà saisi. Rapidement, il monta sur la chaise et prit la corde d'une main. Un instant, il resta là, immobile. Non point qu'il hésitât au manqua de courage, mais c'était l'instant suprême, la minute de grâce que l'on s'accorde avant le geste fatal. Il contempla la chambre infâme où le mauvais destin l'avait acculé, l'affreux papier des murs, le lit misérable. Sur la table, pas un livre, tout avait été vendu. Pas une photographie, pas une enveloppe de lettres. Il n'avait plus ni père ni mère, plus de famille. Qu'est-ce qui le rattachait à l'existence? D'un mouvement brusque, il engagea sa tête dans le nœud coulant et tira sur la corde jusqu'à ce que le nœud lui serrât bien le cou. Et, des 2 pieds renversant la chaise, il sauta dans le vide. Section 5. 10 secondes, 20 secondes s'écoulèrent. 20 secondes, formidables, éternelles. Le corps avait eu 2 ou 3 convulsions. Les jambes avaient instinctivement cherché un point d'appui. Plus rien maintenant ne bougeait. Quelques secondes encore. La petite porte vitrée s'ouvrit. Cernine entra. Sans la moindre hâte, il saisit la feuille de papier où le jeune homme avait apposé sa signature et il lut. « Las de la vie, malade, sans argent, sans espoir, je me tue, qu'on n'accuse personne de ma mort. 30 avril, Gérard Beaupré. » Il remit la feuille sur la table, bien en vue, approcha la chaise et la posa sous les pieds du jeune homme. Lui-même, il escalada la table et,
Tout en tenant le corps serré contre lui, il le souleva, élargit le nœud coulant et dépassa la tête. Le corps fléchit entre ses bras. Il le laissa glisser sur le long de la table et, sautant à terre, il l'étendit sur le lit. Puis, toujours avec le même flegme, il entrebâilla la porte de sortie. « Vous êtes là, tous les trois » murmura-t-il. Près de lui, au pied de l'escalier de bois, quelqu'un répondit. « Nous sommes là. Faut-il hisser notre paquet ?»« Allez-y. » Il prit le bougeoir et les éclaira. Péniblement, les trois hommes montèrent l'escalier en portant le sac où était ficelé l'individu. « Déposez-le ici, » dit-il en montrant la table. À l'aide d'un canif, il coupa les ficelles qui entouraient le sac. Un drap blanc apparut qu'il écarta. Dans ce drap, il y avait un cadavre. Le cadavre de Pierre le Duc. « Pauvre Pierre le Duc, dit Cernine, tu ne sauras jamais ce que tu as perdu en mourant si jeune. Je t'aurais mené loin, mon bonhomme. Enfin, on se passera de tes services. Allons, Philippe, grimpe sur la table et toi, Octave, sur la chaise. Soulevez-lui la tête et engagez le nœud coulant. » 2 minutes plus tard, le corps de Pierre le Duc se balançait au bout de la corde. « Parfait. Ce n'est pas plus difficile que cela, une substitution de cadavre. Maintenant, vous pouvez vous retirer tous. Toi, docteur, tu repasseras ici demain matin, tu apprendras le suicide du sieur Gérard Beaupré, tu entends, de Gérard Beaupré. Voici sa lettre d'adieu. Tu feras appeler le médecin légiste et le commissaire. Tu t'arrangeras pour que ni l'un ni l'autre ne constate que le défunt a un doigt coupé et une cicatrice à la joue. Facile. Et tu feras en sorte que le procès-verbal soit écrit aussitôt et sous ta dictée. Facile. Enfin, évite l'envoi à la morgue et qu'on donne le permis d'inhumer séance tenante. Moins facile. Essaye. Tu as examiné celui-là ? Il désignait le jeune homme qui gisait inerte sur le lit. Oui, affirma le docteur. La respiration redevient normale. Mais on risquait gros. La carotide eût pu... Qui ne risque rien. Dans combien de temps reprendra-t-il connaissance ? D'ici quelques minutes. Bien, ne pars pas encore, docteur. Reste en bas. Ton rôle n'est pas fini ce soir. Demeuré seul, le prince alluma une cigarette et fuma tranquillement, en lançant vers le plafond de petits anneaux de fumée bleue. Un soupir le tira de sa rêverie. Il s'approcha du lit. Le jeune homme commençait à s'agiter, et sa poitrine se soulevait et s'abaissait violemment, ainsi qu'un dormeur sous l'influence d'un cauchemar. Il porta ses mains à sa gorge, comme s'il éprouvait une douleur, et ce geste le dressa d'un coup, terrifié et pantelant. Alors, il aperçut en face de lui Cernine. « Vous » murmura-t-il sans comprendre. « Vous » Il le contemplait d'un regard stupide, comme il eût contemplé un fantôme. De nouveau, il toucha sa gorge, palpa son cou, sa nuque, et soudain il eut un cri rauque. Une folie d'épouvante agrandit ses yeux, hérissa le poil de son crâne, le secoua tout entier comme une feuille. Le prince s'était effacé, il avait vu. Il voyait au bout de la corde le pendu. Il recula jusqu'au mur. Cet homme, ce pendu, c'était lui, c'était lui-même, il était mort et il se voyait mort. Rêve atroce qui suit le trépas ? Hallucination de ceux qui ne sont plus et dont le cerveau bouleversé palpite encore d'un reste de vie ? Ses bras battirent l'air. Un moment, il parut se défendre contre l'ignoble vision, puis, exténué, vaincu une seconde fois, il s'évanouit. « À merveille !» ricana le prince. « Nature sensible, impressionnable. Actuellement, le cerveau est désorbité. Allons, l'instant est propice. Mais si je n'enlève pas l'affaire en 20 minutes, il m'échappe. » Il poussa la porte qui séparait les deux mansardes, revint vers le lit, enleva le jeune homme et le transporta sur le lit de l'autre pièce. Puis, il lui bassina les tempes avec de l'eau fraîche et lui fit respirer des sels. La défaillance cette fois ne fut pas longue. Timidement, Gérard entrouvrit les paupières et leva les yeux vers le plafond. La vision était finie. Mais la disposition des meubles, l'emplacement de la table et de la cheminée, certains détails encore, tout le surprenait. Et puis, le souvenir de son acte, la douleur qu'il ressentait à la gorge. Il dit au prince, « J'ai fait un rêve, n'est-ce pas ?»« Non. »« Comment non ?» Et soudain, se rappelant, « Ah, c'est vrai, je me souviens, j'ai voulu mourir et même... » Il se pencha anxieusement. « Mais le reste, la vision ?»« Quelle vision ? L'homme, la corde, cela c'est un rêve ?»« Non, » affirma Cernine. « Cela aussi c'est la réalité. »« Que dites-vous ? Que dites-vous ? Oh, non, non, je vous en prie, éveillez-moi si je dors, ou bien que je meure. Mais je suis mort, n'est-ce pas ? Et c'est le cauchemar d'un cadavre. Ah, je sens ma raison qui s'en va, je vous en prie. » Cernine posa doucement sa main sur les cheveux du jeune homme et, s'inclinant vers lui. « Écoute-moi. Écoute-moi bien et comprends. Tu es vivant. Ta substance et ta pensée sont identiques et vives. Mais
Gérard Beaupré est mort. Tu me comprends, n'est-ce pas? L'être social qui avait le nom Gérard Beaupré n'existe plus. Tu l'as supprimé, celui-là. Demain, sur les registres de l'état civil, en face de ce nom que tu portais, on inscrira la mention « Décédé » et la date de ton décès. « Mensonge !» balbutia le jeune homme terrifié. « Mensonge, puisque me voilà, moi, Gérard Beaupré !»« Tu n'es pas Gérard Beaupré !» déclara Cernine, et désignant la porte ouverte. « Gérard Beaupré est là, dans la chambre voisine. Veux-tu le voir? Il est suspendu au clou où tu l'as accroché. Sur la table se trouve la lettre par laquelle tu as signé sa mort. Tout cela est bien régulier. Tout cela est définitif. Il n'y a plus à revenir sur ce fait irrévocable et brutal. Gérard Beaupré n'existe plus. » Le jeune homme écoutait éperdument. Plus calme maintenant que les faits prenaient une signification moins tragique, il commençait à comprendre. « Et alors ?» murmura-t-il. « Et alors, causons. Oui, oui, causons. Une cigarette ?» dit le prince. « Tu acceptes? Ah, je vois que tu te rattaches à la vie. Tant mieux. Nous nous entendrons, et cela rapidement. » Il alluma la cigarette du jeune homme, la sienne, et tout de suite, en quelques mots, d'une voix sèche, il s'expliqua. « Feu Gérard Beaupré, tu étais là de vivre, malade, sans argent, sans espoir. Veux-tu être bien portant, riche, puissant? Je ne saisis pas. C'est bien simple. Le hasard t'a mis sur mon chemin. Tu es jeune, joli garçon, poète, tu es intelligent, et, ton acte de désespoir le prouve, d'une belle honnêteté. Ce sont là des qualités que l'on trouve rarement réunies. Je les estime, et je les prends à mon compte. Elles ne sont pas à vendre. Imbécile! Qui te parle de vente ou d'achat? Garde ta conscience. C'est un joyau trop précieux pour que je t'en délivre. Alors, qu'est-ce que vous me demandez? Ta vie, et désignant la gorge encore meurtrie du jeune homme, ta vie que tu n'as pas su employer, ta vie que tu as gâchée, perdue, détruite, et que je prétends refaire, moi, et suivant un idéal de beauté, de grandeur et de noblesse, qui te donnerait le vertige, mon petit, si tu entrevoyais le gouffre où plonge ma pensée secrète. Il avait saisi entre ses mains la tête de Gérard, et il continuait avec une emphase ironique. Tu es libre, pas d'entrave, tu n'as plus à subir le poids de ton nom. Tu as effacé ce numéro matricule que la société avait imprimé sur toi, comme un fer rouge sur l'épaule. Tu es libre. Dans ce monde d'esclaves où chacun porte son étiquette, toi tu peux, ou bien aller et venir inconnu, invisible, comme si tu possédais l'anneau de Gyges, ou bien choisir ton étiquette, celle qui te plaît. Comprends-tu? Comprends-tu le trésor magnifique que tu représentes pour un artiste, pour toi si tu le veux? Une vie vierge, toute neuve. Ta vie, c'est de la cire que tu as le droit de modeler à ta guise, selon les fantaisies de ton imagination ou les conseils de ta raison. Le jeune homme eut un geste de lassitude. Eh, que voulez-vous que je fasse de ce trésor? Qu'en ai-je fait jusqu'ici? Rien. Donne-le-moi. Qu'en pourrez-vous faire? Tout. Si tu n'es pas un artiste, j'en suis un, moi. Et enthousiaste, inépuisable, indomptable, débordant. Si tu n'as pas le feu sacré, je l'ai, moi. Où tu as échoué, je réussirai, moi. Donne-moi ta vie. Des mots, des promesses, s'écria le jeune homme dont le visage s'animait. Des songes creux, je sais bien ce que je vaux. Je connais ma lâcheté, mon découragement, mes efforts qui avortent, toute ma misère. Pour recommencer ma vie, il me faudrait une volonté que je n'ai pas. J'ai la mienne. Des amis, tu en auras. Des ressources, je t'en apporte. Et quelles ressources? Tu n'auras qu'à puiser comme on puiserait dans un coffre magique. Mais qui êtes-vous donc? S'écria le jeune homme avec égarement. Pour les autres, le prince Cernine. Pour toi, qu'importe. Je suis plus que prince, plus que roi, plus qu'empereur. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? balbutia Beaupré. Le maître, celui qui veut et qui peut, celui qui agit. Il n'y a pas de limite à ma volonté. Il n'y en a pas à mon pouvoir. Je suis plus riche que le plus riche, car sa fortune m'appartient. Je suis plus puissant que les plus forts, car leur force est à mon service. Il lui saisit de nouveau la tête, et le pénétrant de son regard. Sois riche aussi, sois fort. C'est le bonheur que je t'offre. C'est la douceur de vivre. La paix pour ton cerveau de poète. C'est la gloire aussi. Acceptes-tu? Oui, oui, murmura Gérard ébloui et dominé. Que faut-il faire? Rien. Cependant, rien, te dis-je. Tout l'échafaudage de mes projets repose sur toi, mais tu ne comptes pas. Tu n'as pas à jouer de rôle actif, tu n'es pour l'instant qu'un figurant, même pas. Un pion que je pousse. Que ferai-je? Rien, des vers. Tu vivras à ta guise, tu auras de l'argent, tu jouiras de la vie. Je ne m'occuperai même pas de toi. Je te le répète, tu ne joues pas de rôle dans mon aventure. Et qui serais-je? Cernine tendit le bras et montra la chambre voisine. Tu prendras la place de celui-là. Tu es celui-là. Gérard tressaillit de révolte et de dégoût.
Oh non, celui-là est mort, et puis c'est un crime. Non, je veux une vie nouvelle, faite pour moi, imaginée pour moi, un nom inconnu. Celui-là, te dis-je, s'écria Cernine, irrésistible d'énergie et d'autorité. Tu seras celui-là et pas un autre. Celui-là, parce que son destin est magnifique, parce que son nom est illustre, et qu'il te transmet un héritage 10 fois séculaire de noblesse et d'orgueil. C'est un crime, gémit Beaupré tout défaillant. Tu seras celui-là, proféra Cernine avec une violence inouïe. Celui-là. Sinon, tu redeviens Beaupré, et sur Beaupré, j'ai droit de vie ou de mort, choisis. Il tira son revolver, l'arma, et le braqua sur le jeune homme. Choisis, répéta-t-il. L'expression de son visage était implacable. Gérard eut peur et s'abattit sur le lit en sanglotant. Je veux vivre. Tu le veux, fermement, irrévocablement? Oui, 1000 fois oui. Après la chose affreuse que j'ai tentée, la mort m'épouvante. Tout plutôt que la mort, tout, la souffrance, la faim, la maladie, toutes les tortures, toutes les infamies, le crime même s'il le faut, mais pas la mort. Il frissonnait de fièvre et d'angoisse, comme si la grande ennemie rôdait encore autour de lui, et qu'il se sentit impuissant à fuir l'étreinte de ses griffes. Le prince redoubla d'efforts, et d'une voix ardente, le tenant sous lui comme une proie. Je ne te demande rien d'impossible, rien de mal. S'il y a quelque chose, j'en suis responsable. Non, pas de crime. Un peu de souffrance tout au plus, un peu de ton sang qui coulera, mais qu'est-ce que c'est auprès de l'effroi de mourir? La souffrance m'est indifférente. Alors, tout de suite, clama Cernine, tout de suite. 10 secondes de souffrance et ce sera tout. 10 secondes et la vie de l'autre t'appartiendra. Il l'avait empoigné à bras le corps et, courbé sur une chaise, il lui tenait la main gauche à plat sur la table, les 5 doigts écartés. Rapidement, il sortit de sa poche un couteau, en appuya le tranchant contre les petits doigts, entre la première et la deuxième jointure, et ordonna « Frappe! Frappe toi-même! Un coup de poing et c'est tout !» Il lui avait pris la main droite et cherchait à l'abattre sur l'autre comme un marteau. Gérard se tordit, convulsé d'horreur. Il comprenait. « Jamais !» bégaya-t-il. « Jamais !»« Frappe! Un seul coup et c'est fait! Un seul coup et tu seras pareil à cet homme. Nul ne te reconnaîtra. Son nom? Frappe d'abord. Jamais. Oh, quel supplice. Je vous en prie, plus tard. Maintenant. Je le veux. Il le faut. Non, non, je ne peux pas. Et frappe donc, imbécile. C'est la fortune, la gloire, l'amour. Gérard leva le poing dans un élan. L'amour, dit-il. Oui, pour cela, oui. Tu aimeras et tu seras aimé, proféra Cernine. Ta fiancée t'attend, c'est moi qui l'ai choisie. Elle est plus pure que les plus pures, plus belle que les plus belles. Mais il faut la conquérir. Frappe. Le bras se raidit pour le mouvement fatal, mais l'instinct fut plus fort. Une énergie surhumaine convulsa le jeune homme. Brusquement, il rompit l'étreinte de Cernine et s'enfuit. Il courut comme un fou vers l'autre pièce. Un hurlement de terreur lui échappa à la vue de l'abominable spectacle. Et il revint tomber auprès de la table, à genoux, devant Cernine. Frappe, dit celui-ci en étalant de nouveau les 5 doigts et en disposant la lame du couteau. Ce fut mécanique. D'un geste d'automate, les yeux hagards, la face livide, le jeune homme leva son poing et frappa. Ah fit-il dans un gémissement de douleur. Le petit bout de chair avait sauté. Du sang coulait. Pour la 3e fois, il s'était évanoui. Cernine le regarda quelques secondes et prononça doucement. Pauvre gosse, va, je te revaudrai ça et au centuple. Je pète jour royalement. Il descendit et retrouva le docteur en bas. C'est fini, à ton tour. Monte, et fais-lui une incision dans la joue droite, pareille à celle de Pierre-le-Duc. Il faut que les 2 cicatrices soient identiques. Dans 1 heure, je viens le rechercher. Où allez-vous? Prendre l'air, j'ai le cœur qui chavire. Dehors, il respira longuement, puis il alluma une autre cigarette. Bonne journée, murmura-t-il, un peu chargée, un peu fatigante, mais féconde, vraiment féconde. Me voici l'ami de Dolores Kesselbach, me voici l'ami de Geneviève. Je me suis confectionné un nouveau Pierre-le-Duc fort présentable et entièrement à ma dévotion. Et enfin, j'ai trouvé pour Geneviève un mari, comme on n'en trouve pas à la douzaine. Maintenant, ma tâche est finie. Je n'ai plus qu'à recueillir le fruit de mes efforts. À vous de travailler, monsieur le Normand, moi je suis prêt. Et il ajouta, en songeant au malheureux mutilé qu'il avait ébloui de ses promesses. Seulement, il y a un seulement. J'ignore tout à fait ce qu'était ce Pierre-le-Duc dont j'ai octroyé généreusement la place à ce bon jeune homme. Et ça, c'est embêtant, car enfin, rien ne me prouve que Pierre-le-Duc n'était pas le fils d'un charcutier. Fin du chapitre 5.
Chapitre 6 de 813 par Maurice Leblanc. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Monsieur Lenormand à l'ouvrage. Section 1. Le 31 mai au matin, tous les journaux rappelaient que Lupin, dans une lettre écrite à Monsieur Lenormand, avait annoncé pour cette date l'évasion de l'huissier Jérôme. Et l'un d'eux résumait fort bien la situation à ce jour. L'affreux carnage du Palace Hotel remonte au 17 avril. Qu'a-t-on découvert depuis? Rien. On avait 3 indices. L'étui à cigarette, les lettres L et M, le paquet de vêtements oubliés dans le bureau de l'hôtel. Quel profit en a-t-on tiré? Aucun. On soupçonne, paraît-il, un des voyageurs qui habitait le premier étage, et dont la disparition semble suspecte. L'a-t-on retrouvé? A-t-on établi son identité? Non. Donc, le drame est aussi mystérieux qu'à la première heure. Les ténèbres aussi épaisses. Pour compléter ce tableau, on nous assure qu'il y aurait désaccord entre le préfet de police et son subordonné, M. Lenormand, et que celui-ci, moins vigoureusement soutenu par le président du Conseil, aurait virtuellement donné sa démission depuis plusieurs jours. L'affaire Kesselbach serait poursuivie par le sous-chef de la sûreté, M. Weber, l'ennemi personnel de M. Lenormand. Bref, c'est le désordre, l'anarchie. En face, Lupin, c'est-à-dire la méthode, l'énergie, l'esprit de suite. Notre conclusion, elle sera brève. Lupin enlèvera son complice aujourd'hui 31 mai, ainsi qu'il l'a prédit. Cette conclusion, que l'on retrouvait dans toutes les autres feuilles, c'était celle également que le public avait adoptée. Et il faut croire que la menace n'avait pas été non plus sans porter en haut lieu, car le préfet de police, et en l'absence de M. Lenormand, soi-disant malade, le sous-chef de la sûreté, M. Weber, avait pris les mesures les plus rigoureuses, tant au palais de justice qu'à la prison de la santé où se trouvait le prévenu. Par pudeur, on n'osa point suspendre ce jour-là les interrogatoires quotidiens de M. Formerie. Mais de la prison au boulevard du Palais, une véritable mobilisation de forces de police gardait les rues du parcours. Au grand étonnement de tous, le 31 mai se passa, et l'évasion annoncée n'eut pas lieu. Il y eut bien quelque chose, un commencement d'exécution qui se traduisit par un embarras de tramways, d'omnibus et de camions au passage de la voiture cellulaire, et le bris inexplicable d'une des roues de cette voiture. Mais la tentative ne se précisa point davantage. C'était donc l'échec. Le public en fut presque déçu, et la police triompha bruyamment. Or, le lendemain, samedi, un bruit incroyable se répandit dans le palais, courut dans les bureaux de rédaction. L'huissier Jérôme avait disparu. Était-ce possible? Bien que les éditions spéciales confirmassent la nouvelle, on se refusait à l'admettre. Mais à 6 heures, une note publiée par la Dépêche du soir la rendit officielle. Nous recevons la communication suivante, signée d'Arsène Lupin. Le timbre spécial qui s'y trouve apposé, conformément à la circulaire que Lupin adressait dernièrement à la presse, nous certifie l'authenticité du document. Monsieur le directeur, veuillez m'excuser auprès du public de n'avoir point tenu ma parole hier. Au dernier moment, je me suis aperçu que le 31 mai tombait un vendredi. Pouvais-je, un vendredi, rendre la liberté à mon ami? Je n'ai pas cru devoir assumer une telle responsabilité. Je m'excuse aussi de ne point donner ici, avec ma franchise habituelle, des explications sur la façon dont ce petit événement s'est effectué. Mon procédé est tellement ingénieux et tellement simple que je craindrais, en le dévoilant, que tous les malfaiteurs ne s'en inspirassent. Quel étonnement le jour où il me sera permis de parler. C'est tout cela, dira-t-on? Pas davantage? Mais il fallait y penser. Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur. Signé Arsène Lupin. 1 heure après, M. Lenormand recevait un coup de téléphone. Valenglay, le président du Conseil, le demandait au ministère de l'Intérieur. « Quelle bonne mine vous avez, mon cher Lenormand! Et moi qui vous croyais malade et qui n'osais pas vous déranger? Je ne suis pas malade, monsieur le président. Alors cette absence, c'était par bouderie? Toujours ce mauvais caractère? Que j'ai mauvais caractère, monsieur le président, je le confesse. Mais que je boude? Non. Mais vous restez chez vous, et Lupin en profite pour donner la clé des champs à ses amis. Pouvais-je en empêcher? Comment? Mais la ruse de Lupin est grossière. Selon son procédé habituel, il a annoncé la date de l'évasion, tout le monde y a cru, un semblant de tentative a été esquissé, l'évasion ne s'est pas produite, et le lendemain, quand personne n'y pense plus, fut, les oiseaux s'envolent. Monsieur le Président, dit gravement le chef de la sûreté, Lupin dispose de moyens tels que nous ne sommes pas en mesure d'empêcher ce qu'il a décidé. L'évasion était certaine, mathématique. J'ai préféré passer la main et laisser le ridicule aux autres. Valenglay ricana.
Il est de fait que monsieur le préfet de police, à l'heure actuelle, et que monsieur Weber ne doivent pas se réjouir. Mais enfin, pouvez-vous m'expliquer, le Normand? Tout ce qu'on sait, monsieur le président, c'est que l'évasion s'est produite au palais de justice. Le prévenu a été amené dans une voiture cellulaire et conduit dans le cabinet de monsieur Formery. Mais il n'est pas sorti du palais de justice. Et cependant, on ne sait ce qu'il est devenu. C'est ahurissant. Ahurissant. Et l'on n'a fait aucune découverte? Si, le couloir intérieur qui longeait les cabinets d'instruction était encombré d'une foule absolument insolite de prévenus, de gardes, d'avocats, d'huissiers. Et l'on a fait cette découverte que tous ces gens avaient reçu de fausses convocations à comparaître à la même heure. D'autre part, aucun des juges d'instruction qui les avaient soi-disant convoqués n'est venu ce jour-là à son cabinet. Et cela par suite de fausses convocations du parquet les envoyant dans tous les coins de Paris et de la banlieue. C'est tout? Non, on a vu 2 gardes municipaux et un prévenu qui traversaient les cours. Dehors, un fiacre les attendait où ils sont montés tous les 3. Et votre hypothèse, Normand, votre opinion? Mon hypothèse, monsieur le président, c'est que les 2 gardes municipaux étaient des complices qui, profitant du désordre du couloir, se sont substitués aux vrais gardes. Et mon opinion, c'est que cette évasion n'a pu réussir que grâce à des circonstances si spéciales, à un ensemble de faits si étranges, que nous devons admettre comme certaines les complicités les plus inadmissibles. Au palais, ailleurs, Lupin a des attaches qui déjouent tous nos calculs. Il en a dans la préfecture de police, il en a autour de moi. C'est une organisation formidable. Un service de la sûreté 1000 fois plus habile, plus audacieux, plus divers et plus souple que celui que je dirige. Et vous supportez cela, le Normand? Non. Alors, pourquoi votre inertie depuis le début de cette affaire? Qu'avez-vous fait contre Lupin? J'ai préparé la lutte. Ah, parfait. Et pendant que vous prépariez, il agissait à lui. Moi aussi. Et vous savez quelque chose? Beaucoup. Quoi? Parlez donc. Monsieur le Normand fit, en s'appuyant sur sa canne, une petite promenade méditative à travers la vaste pièce. Puis, il s'assit en face de Valanglais, brossa du bout de ses doigts les parements de sa redingote olive, consolida sur son nez ses lunettes à branches d'argent, et lui dit nettement: Monsieur le Président, j'ai dans la main 3 atouts. D'abord, je sais le nom sous lequel se cache actuellement Arsène Lupin, le nom sous lequel il habitait boulevard Haussmann, recevant chaque jour ses collaborateurs, reconstituant et dirigeant sa bande. Mais alors, nom d'un chien, pourquoi ne l'arrêtez-vous pas? Je n'ai eu ces renseignements qu'après coup. Depuis, le prince, appelons-le prince 3 étoiles, a disparu. Il est à l'étranger pour d'autres affaires. Et s'il ne reparaît pas, la situation qu'il occupe, la manière dont il s'est engagé dans l'affaire Kesselbach exige qu'il reparaisse, et sous le même nom. Néanmoins, monsieur le président, j'en arrive à mon second atout. J'ai fini par découvrir Pierre-le-Duc. Allons donc. Ou plutôt, c'est Lupin qui l'a découvert. Et c'est Lupin qui, avant de disparaître, l'a installé dans une petite villa aux environs de Paris. Fichtre! Mais comment avez-vous su? Oh, facilement. Lupin a placé auprès de Pierre-le-Duc, comme surveillant et défenseur, 2 de ses complices. Or, ces complices sont des agents à moi, 2 frères, que j'emploie en grand secret, et qui me le livreront à la première occasion. Bravo, bravo, de sorte que, comme Pierre-le-Duc est, pourrait-on dire, le point central autour duquel convergent tous les efforts de ceux qui sont en quête du fameux secret Kesselbach, par Pierre-le-Duc j'aurai un jour ou l'autre, 1. L'auteur du triple assassinat, puisque ce misérable s'est substitué à M. Kesselbach dans l'accomplissement d'un projet grandiose et jusqu'ici inconnu, et puisque M. Kesselbach avait besoin de retrouver Pierre-le-Duc pour l'accomplissement de ce projet. 2. J'aurai Arsène Lupin, puisqu'Arsène Lupin poursuit le même but. À merveille! Pierre-le-Duc est l'appât que vous tendez à l'ennemi. Et le poisson mort, monsieur le président. Je viens de recevoir un avis par lequel on a vu tantôt un individu suspect qui rôdait autour de la petite villa que Pierre-le-Duc occupe, sous la protection de mes 2 agents secrets. Dans 4 heures, je serai sur les lieux. Et le 3e atout, le Normand? Monsieur le président, il est arrivé hier à l'adresse de monsieur Rudolf Kesselbach une lettre que j'ai interceptée. Interceptée, vous allez bien? Que j'ai ouverte, et que j'ai gardée pour moi, la voici. Elle date de 2 mois. Elle est timbrée du Cap et contient ces mots. Mon bon Rudolf, je serai le 1er juin à Paris, et toujours aussi misérable que quand vous m'avez secouru. Mais j'espère beaucoup dans cette affaire de Pierre-le-Duc que je vous ai indiquée. Quelle étrange histoire! L'avez-vous retrouvé, lui? Où en sommes-nous? J'ai hâte de le savoir. Signé, votre fidèle Steinweg. Le 1er juin, continua monsieur Lenormand, c'est aujourd'hui. J'ai chargé un de mes inspecteurs de me dénicher ce nommé Steinweg.
Je ne doute pas de la réussite. Moi non plus, je n'en doute pas, s'écria Malanglais en se levant. Et je vous fais toutes mes excuses, mon cher Lenormand, et mon humble confession. J'étais sur le point de vous lâcher, mais en plein. Demain, j'attendais le préfet de police et M. Weber. Je le savais, monsieur le président. Pas possible. Sans quoi me serais-je dérangé? Aujourd'hui, vous voyez mon plan de bataille. D'un côté, je tends des pièges où l'assassin finira par se prendre. Pierre-le-Duc ou Steinweg me le livreront. De l'autre côté, je rôde autour de Lupin. 2 de ses agents sont à ma solde et il les croit ses plus dévoués collaborateurs. En outre, il travaille pour moi, puisqu'il poursuit comme moi l'auteur du triple assassinat. Seulement, il s'imagine me rouler et c'est moi qui le roule. Donc, je réussirai, mais à une condition. Laquelle? C'est que j'ai les coudées franches et que je puisse agir selon les nécessités du moment, sans me soucier du public qui s'impatiente et de mes chefs qui intriguent contre moi. C'est convenu. En ce cas, monsieur le président, d'ici quelques jours, je serai vainqueur ou je serai mort. Section 2. À Saint-Cloud, une petite villa située sur l'un des points les plus élevés du plateau, le long d'un chemin peu fréquenté. Il est 11 heures du soir. Monsieur Lenormand a laissé son automobile à Saint-Cloud et, suivant le chemin avec précaution, il s'approche. Une ombre se détache. « C'est toi, Gourel ?»« Oui, chef. Tu as prévenu les frères Doudeville de mon arrivée ?»« Oui. Votre chambre est prête. Vous pouvez vous coucher et dormir. À moins qu'on essaie d'enlever Pierre-le-Duc cette nuit, ce qui ne m'étonnerait pas étant donné le manège d'un individu que les Doudeville ont aperçu. » Ils franchirent le jardin, entrèrent doucement et montèrent au premier étage. Les 2 frères, Jean et Jacques Doudeville, étaient là. « Pas de nouvelles du prince Cernine ?» leur demanda-t-il. « Aucune, chef. Pierre-le-Duc ? Il reste étendu toute la journée dans sa chambre du rez-de-chaussée ou dans le jardin. Il ne monte jamais nous voir. Il va mieux ? Bien mieux. Le repos le transforme à vue d'œil. Il est tout dévoué à Lupin ? Au prince Cernine plutôt, car il ne se doute pas que les 2 ça ne fait qu'un. Du moins je le suppose, on ne sait rien avec lui. Ils ne partent jamais. Ah, c'est un drôle du pistolet. Il n'y a qu'une personne qui ait le don de l'animer, de le faire causer et même rire. C'est une jeune fille de Garches, à laquelle le prince Cernine l'a présentée, Geneviève Ernemont. Elle est venue 3 fois déjà, encore aujourd'hui. Il ajouta en plaisantant. Je crois bien qu'on flirte un peu. C'est comme son Altesse le prince Cernine et madame Kesselbach. Il paraît qu'il lui fait des yeux, ce sacré Lupin. Monsieur Lenormand ne répondit pas. On sentait que tous ces détails, dont il ne paraissait pas faire état, s'enregistraient au plus profond de sa mémoire, pour l'instant où il lui faudrait en tirer des conclusions logiques. Il alluma un cigare, le mâchonna sans le fumer, le ralluma et le laissa tomber. Il posa encore 2 ou 3 questions, puis, tout habillé, il se jeta sur son lit. « S'il y a la moindre chose, qu'on me réveille, sinon, je dors. Allez, chacun à son poste. » Les autres sortirent. 1 heure s'écoula, 2 heures. Soudain, monsieur Lenormand sentit qu'on le touchait, et Gourel lui dit « Debout, chef, on a ouvert la barrière. » Un homme ? 2 hommes ? Je n'en ai vu qu'un. La lune apparut à ce moment, il s'est accroupi contre un massif. Et les frères Doudeville ? Je les ai envoyés dehors par derrière. Ils lui couperont la retraite quand le moment sera venu. Gourel saisit la main de monsieur Lenormand, le conduisit en bas, puis dans une pièce obscure. Ne bougez pas, chef. Nous sommes dans le cabinet de toilette de Pierre-le-Duc. J'ouvre la porte de l'alcôve où il se couche. Ne craignez rien. Il a pris son Véronal comme tous les soirs. Rien ne le réveille. Venez là, hein ? La cachette est bonne. Ce sont les rideaux de son lit. D'ici, vous voyez la fenêtre et tout le côté de la chambre qui va du lit à la fenêtre. Elle était grande ouverte, cette fenêtre, et une confuse clarté pénétrait, très précise par moments, lorsque la lune écartait le voile des nuages. Les 2 hommes ne quittaient pas des yeux le cadre vide de la croisée, certains que l'événement attendu se produirait par là. Un léger bruit, un craquement. Il escalade le treillage, souffla Gourel. C'est haut ? 2 mètres, 2 mètres 50. Les craquements se précisèrent. Va-t'en, Gourel, murmura le Normand. Rejoins les Doudeville. Ramène-les au pied du mur et barrez la route à quiconque descendra d'ici. Gourel s'en alla. Au même moment, une tête apparut au ras de la fenêtre, puis une ombre enjamba le balcon. Monsieur Lenormand distingua un homme mince, de taille au-dessous de la moyenne, vêtu de couleur foncée et sans chapeau. L'homme se retourna et, penché au-dessus du balcon, regarda quelques secondes dans le vide, comme pour s'assurer qu'aucun danger ne le menaçait. Puis il se courba et s'étendit sur le parquet. Il semblait immobile. Mais, au bout d'un instant, monsieur Lenormand se rendit compte que la tache noire qu'il formait dans l'obscurité avançait, s'approchait. Elle gagna le lit. Il eut l'impression qu'il entendait la respiration de cet être, et même qu'il devinait ses yeux.
des yeux étincelants, aigus, qui perçaient les ténèbres comme des traits de feu, et qui voyaient, eux, à travers ces ténèbres. Pierre-le-Duc eut un profond soupir et se retourna. De nouveau, le silence. L'être avait glissé le long du lit par mouvement insensible, et la silhouette sombre se détachait sur la blancheur des draps qui pendaient. Si Monsieur Lenormand avait allongé le bras, il l'eût touché. Cette fois, il distingua nettement cette respiration nouvelle qui alternait avec celle du dormeur, et il eut l'impression qu'il percevait aussi le bruit d'un cœur qui battait. Tout à coup, un jet de lumière. L'homme avait fait jouer le ressort d'une lanterne électrique à projecteur, et Pierre-le-Duc se trouva éclairé en plein visage. Mais l'homme, lui, restait dans l'ombre, et Monsieur Lenormand ne put voir sa figure. Il vit seulement quelque chose qui luisait dans le champ de la clarté, et il tressaillit. C'était la lame d'un couteau, et ce couteau, effilé, menu, stylet plutôt que poignard, lui parut identique au couteau qu'il avait ramassé près du cadavre de Chapman, le secrétaire de M. Kesselbach. De toute sa volonté, il se retint pour ne pas sauter sur l'homme. Auparavant, il voulait voir ce qu'il venait faire. La main se leva. Allait-elle frapper? M. Lenormand calcula la distance pour arrêter le coup. Mais non, ce n'était pas un geste de meurtre, mais un geste de précaution. Si Pierre-le-Duc remuait, s'il tenta d'appeler, la main s'abattrait. Et l'homme s'inclina vers le dormeur, comme s'il examinait quelque chose. La joue droite, pensa M. Lenormand. La cicatrice de la joue droite. Il veut s'assurer que c'est bien Pierre-le-Duc. L'homme s'était un peu tourné, de sorte qu'on n'apercevait que les épaules. Mais les vêtements, le par-dessus, étaient si proches qu'il frôlait les rideaux derrière lesquels se cachait M. Lenormand. Un mouvement de sa part, pensa-t-il, un frisson d'inquiétude et je l'empoigne. Mais l'homme ne bougea pas, tout entier à son examen. Enfin, après avoir passé son poignard dans la main qui tenait la lanterne, il releva le drap du lit, à peine d'abord, puis un peu plus, puis davantage, de sorte qu'il advint que le bras gauche du dormeur fut découvert, et que la main fut à nu. Le jet de la lanterne éclaira cette main. 4 doigts s'étalaient. Le 5e était coupé à la seconde phalange. Une deuxième fois, Pierre-le-Duc fit un mouvement. Aussitôt, la lumière s'éteignit, et durant un instant, l'homme resta auprès du lit, immobile, tout droit. Allait-il se décider à frapper? Monsieur Lenormand eut l'angoisse du crime qui pouvait empêcher si aisément, mais qui ne voulait prévenir cependant qu'à la seconde suprême. Un très long silence. Subitement, il eut la vision, inexacte d'ailleurs, d'un bras qui se levait. Instinctivement, il bougea, tendant la main au-dessus du dormeur. Dans son geste, il heurta l'homme. Un cri sourd. L'individu frappa dans le vide, se défendit au hasard, puis s'enfuit vers la fenêtre. Mais M. Lenormand avait bondi sur lui et lui encerclait les épaules de ses 2 bras. Tout de suite, il le sentit qui cédait, et qui, plus faible, impuissant, se dérobait à la lutte et cherchait à glisser entre ses bras. De toutes ses forces, il le plaqua contre lui, le ploya en deux, et l'étendit à la renverse sur le parquet. « Ah, je te tiens !» murmura-t-il triomphant, et il éprouvait une singulière ivresse à emprisonner de son étreinte irrésistible ce criminel effrayant, ce monstre innommable. Il se sentait vivre et frémir, rageur et désespéré, leurs 2 existences mêlées, leurs souffles confondus. « Qui es-tu » dit-il, « qui es-tu ? Il faudra bien parler. » Et il serrait le corps de l'ennemi avec une énergie croissante, car il avait l'impression que ce corps diminuait entre ses bras, qu'il s'évanouissait. Il serra davantage et davantage, et soudain, il frissonna des pieds à la tête. Il sentait une toute petite piqûre à la gorge. Exaspéré, il serra encore plus. La douleur augmenta, et il se rendit compte que l'homme avait réussi à tordre son bras, à glisser sa main jusqu'à sa poitrine et à dresser son poignard. Le bras, certes, était immobilisé, mais à mesure que M. Lenormand resserrait le nœud de l'étreinte, la pointe du poignard entrait dans la chair offerte. Il renversa un peu la tête pour échapper à cette pointe. La pointe suivit le mouvement et la plaie s'élargit. Alors il ne bougea plus, assailli par le souvenir des 3 crimes, et par tout ce que représentait d'effarant, d'atroce et de fatidique cette même petite aiguille d'acier qui trouait sa peau, et qui s'enfonçait elle aussi implacablement. D'un coup, il lâcha prise et bondit en arrière. Puis, tout de suite, il voulut reprendre l'offensive. Trop tard! L'homme enjambait la fenêtre et sautait. « Attention, Gourel !» cria-t-il, sachant que Gourel était là, prêt à recevoir le fugitif. Il se pencha, un froissement de galets, une ombre entre 2 arbres, le claquement de la barrière, et pas d'autre bruit, aucune intervention. Sans se soucier de Pierre-le-Duc, il appela. « Gourel, Douteville !» Aucune réponse. Le grand silence nocturne de la campagne. Malgré lui, il songea encore au triple assassinat au stylet d'acier. Mais non, c'était impossible. L'homme n'avait pas eu le temps de frapper. Il n'en avait même pas eu besoin, ayant trouvé le chemin libre. À son tour, il sauta,
et faisant jouer le ressort de sa lanterne, il reconnut Gourel qui gisait sur le sol. « Crébleu, jura-t-il, s'il est mort, on me le paiera cher. » Mais Gourel vivait, étourdi seulement, et quelques minutes plus tard, revenant à lui, il grognait. « Un coup de poing, chef, un simple coup de poing en pleine poitrine, mais quel gaillard !» Ils étaient deux alors. Oui, un petit qui est monté, puis un autre qui m'a surpris pendant que je veillais. Et les Doudeville, pas vu. On retrouva l'un d'eux, Jacques, près de la barrière, tout sanglant, la mâchoire démolie. L'autre un peu plus loin, suffocant, la poitrine défoncée. « Quoi? Qu'y a-t-il » demanda M. Lenormand. Jacques raconta que son frère et lui s'étaient heurtés à un individu qui les a mis hors de combat avant qu'ils n'eussent le temps de se défendre. Il était seul? Non, quand il est repassé près de nous, il était accompagné d'un camarade, plus petit que lui. As-tu reconnu celui qui t'a frappé? À la carrure, ça m'a semblé l'anglais du Palace Hotel. Celui qui a quitté l'hôtel et nous avons perdu la trace. Le major? Oui, le major Parberry. Section 3. Après un instant de réflexion, M. Lenormand prononça. Le doute n'est plus permis, ils étaient deux dans l'affaire Kesselbach. L'homme au poignard qui a tué est son complice, le major. C'est la vie du prince Cernine, murmura Jacques Doudeville. Et ce soir, continua le chef de la sûreté, ce sont eux encore, les deux mêmes. Et il ajouta, tant mieux, on a 100 fois plus de chances de prendre deux coupables qu'un seul. M. Lenormand soigna ses hommes, les fit mettre au lit, et chercha si les assaillants n'avaient point perdu quelque objet ou laissé quelques traces. Il ne trouva rien et se coucha. Au matin, Gourel et les Doudeville, ne se ressentant pas trop de leurs blessures, il ordonna aux deux frères de battre les environs, et il partit avec Gourel pour Paris, afin d'expédier ses affaires et de donner ses ordres. Il déjeuna dans son bureau. À 2 heures, il apprit une bonne nouvelle. Un de ses meilleurs agents, Yossi, avait cueilli, à la descente d'un train venant de Marseille, l'Allemand Steinweg, le correspondant de Rudolf Kesselbach. « Yossi est là, dit-il ?»« Oui, chef, répondit Gourel. Il est là avec l'Allemand. Qu'on me les amène. » À ce moment, il reçut un coup de téléphone. C'était Jean Doudeville qui le demandait, du bureau de Garches. La communication fut rapide. « C'est toi, Jean, du nouveau ?»« Oui, chef. Le major Parberry. »« Eh bien, nous l'avons retrouvé. Il est devenu espagnol et il s'est bruni la peau. Nous venons de le voir. Il pénétrait dans l'école libre de Garches. Il a été reçu par cette demoiselle, vous savez, la jeune fille qui connaît le prince Cernine, Geneviève Ernemont. Tonnerre ! Monsieur Lenormand lâcha l'appareil, sauta sur son chapeau, se précipita dans le couloir, rencontra Dieuzy et l'Allemand et leur cria « À 6 heures, rendez-vous ici !» Il dégringola l'escalier, suivi de Gourel et de 3 inspecteurs qu'il avait cueillis au passage, et s'engouffra dans son automobile. « À Garches, 10 francs de pourboire !» Un peu avant le parc de Villeneuve, au détour de la ruelle qui conduit à l'école, il fit stopper. Jean Doudeville, qui l'attendait, s'écria aussitôt. « Le coquin a filé par l'autre côté de la ruelle il y a 10 minutes. »« Seul ? Non, avec la jeune fille. » Monsieur Lenormand empoigna Doudeville au collet. « Misérable, tu l'as laissé partir, mais il fallait. Mon frère est sur sa piste. »« Belle avance, il le sèmera ton frère. Est-ce que vous êtes de force ?» Il prit lui-même la direction de l'auto et s'engagea résolument dans la ruelle, insouciant des ornières et des fourrés. Très vite, ils débouchèrent sur un chemin vicinal qui le conduisit à un carrefour où s'embranchaient 5 routes. Sans hésiter, M. Lenormand choisit la route de gauche, celle de Saint-Cucufa. De fait, au haut de la côte qui descend vers l'étang, ils dépassèrent l'autre frère Doudeville qui leur cria « Ils sont en voiture, à 1 kilomètre !» Le chef n'arrêta pas. Il lança l'auto dans la descente, brûla les virages, contourna l'étang, et soudain jeta une exclamation de triomphe. Au sommet d'une petite montée qui se dressait au-devant d'eux, il avait vu la capote d'une voiture. Malheureusement, il s'était engagé sur une mauvaise route. Il dut faire machine en arrière. Quand il fut revenu à l'embranchement, la voiture était encore là, arrêtée. Et tout de suite, pendant qu'il virait, il aperçut une femme qui sautait de la voiture. Un homme apparut sur le marchepied, la femme allongea le bras, 2 détonations retentirent. Elle l'avait mal visé sans doute, car une tête surgit de l'autre côté de la capote et l'homme, avisant l'automobile, cingla d'un grand coup de fouet son cheval qui partit au galop. Et aussitôt, un tournant cacha la voiture. En quelques secondes, M. Lenormand acheva la manœuvre, piqua droit sur la montée, dépassa la jeune fille sans s'arrêter et hardiment tourna. C'était un chemin forestier qui descendait, abrupt et rocailleux, entre des bois épais, et qu'on ne pouvait suivre que très lentement, avec les plus grandes précautions. Mais qu'importait ? À 20 pas en avant, la voiture, une sorte de cabriolet à 2 roues, dansait sur les pierres, traînée, retenue plutôt, par un cheval qui ne se risquait que prudemment et à pas compter. Il n'y avait plus rien à craindre.
La fuite était impossible, et les deux véhicules roulèrent de haut en bas, cahotés et secoués. À un moment même, ils furent si près l'un de l'autre que M. Lenormand eut l'idée de mettre pied à terre et de courir avec ses hommes. Mais il sentit le péril qu'il y aurait à freiner sur une pente aussi brutale, et il continua, serrant l'ennemi peu près, comme une proie que l'on tient à portée de son regard, à portée de sa main. « Ça y est, chef, ça y est !» murmuraient les inspecteurs, étreints par l'imprévu de cette chasse. En bas de la route s'amorçait un chemin qui se dirigeait vers la Seine, vers Bougival. Sur terrain plat, le cheval partit au petit trot sans se presser et en tenant le milieu de la voie. Un effort violent ébranla l'automobile. Elle eut l'air plutôt que de rouler d'agir par bond, ainsi qu'un fauve qui s'élance, et, se glissant le long du talus, prête à briser tous les obstacles, elle rattrapa la voiture, se mit à son niveau, la dépassa. Un juron de M. Lenormand, des clameurs de rage. La voiture était vide. La voiture était vide. Le cheval s'en allait paisiblement, les rênes sur le dos, retournant sans doute à l'écurie de quelque auberge environnante où on l'avait pris en location pour la journée. Étouffant sa colère, le chef de la sûreté dit simplement « Le major aura sauté pendant les quelques secondes où nous avons perdu de vue la voiture. Au début de la descente. Nous n'avons qu'à battre les bois, chef, et nous sommes sûrs de rentrer bredouille. Le gaillard est loin à aller, et il n'est pas de ceux qu'on pince 2 fois dans la même journée. Ah, crénom de crénom !» Ils rejoignirent la jeune fille qu'ils trouvèrent en compagnie de Jacques Doudeville, et qui ne paraissait nullement se ressentir de son aventure. Monsieur Lenormand s'étant fait connaître, s'offrit à la ramener chez elle, et tout de suite, il l'interrogea sur le major anglais Parbury. Elle s'étonna. Il n'est ni major ni anglais, et il ne s'appelle pas Parbury. Alors il s'appelle Juan Ribera. Il est espagnol, et chargé par son gouvernement d'étudier le fonctionnement des écoles françaises. Soit, son nom et sa nationalité n'ont pas d'importance. C'est bien celui que nous cherchons. Il y a longtemps que vous le connaissez ? Une quinzaine de jours. Il avait entendu parler d'une école que j'ai fondée à Garches, et il s'intéressait à ma tentative, au point de me proposer une subvention annuelle, à la seule condition qu'il pût venir de temps à autre constater les progrès de mes élèves. Je n'avais pas le droit de refuser. Non, évidemment, mais il fallait consulter autour de vous. N'êtes-vous pas en relation avec le prince Cernine ? C'est un homme de bon conseil. Oh, j'ai toute confiance en lui, mais actuellement il est en voyage. Vous n'aviez pas son adresse ? Non. Et puis, que lui aurais-je dit ? Ce monsieur se conduisait fort bien. Ce n'est qu'aujourd'hui, mais je ne sais. Je vous en prie, mademoiselle, parlez-moi franchement. En moi aussi, vous pouvez avoir confiance. Eh bien, monsieur Ribera est venu tantôt. Il m'a dit qu'il était envoyé par une dame française de passage à Bougival, que cette dame avait une petite fille dont elle désirait me confier l'éducation, et qu'elle me priait de venir sans retard. La chose me parut toute naturelle, et comme c'est aujourd'hui congé, comme M. Ribera avait loué une voiture qui l'attendait au bout du chemin, je ne fus point de difficulté pour y prendre place. Mais enfin, quel était son but ? Elle rougit et prononça. M'enlever, tout simplement. Au bout d'une demi-heure, il me l'avouait. Vous ne savez rien sur lui ? Non. Il demeure à Paris ? Je le suppose. Il ne vous a pas écrit ? Vous n'avez pas quelques lignes de sa main ? Un objet oublié ? Un indice qui puisse nous servir ? Aucun indice ? Ah, cependant, mais cela n'a sans doute aucune importance. Parlez, parle, je vous en prie. Eh bien, il y a 2 jours, ce monsieur m'a demandé la permission d'utiliser la machine à écrire dont je me sers, et il a composé, difficilement car il n'était pas exercé, une lettre dont j'ai surpris par hasard l'adresse. Et cette adresse, il écrivait au journal, et il lissa dans l'enveloppe une 20aine de timbres. Oui, la petite correspondance sans doute, fit Lenormand. J'ai le numéro d'aujourd'hui, chef, dit Gourel. Monsieur Lenormand déplia la feuille et consulta la 8e page. Après un instant, il eut un sursaut. Il avait lu cette phrase, rédigée avec les abréviations d'usage. Nous informons toute personne connaissant M. Steinweg que nous voudrions savoir s'il est à Paris et son adresse. Répondre par la même voie. Steinweg ? S'écria Gourel. Mais c'est précisément l'individu que Dieuzy nous amène. Oui, oui, fit M. Lenormand lui-même. C'est l'homme dont j'ai intercepté la lettre à Kesselbach. L'homme qui a lancé celui-ci sur la piste de Pierre-le-Duc. Ainsi donc, eux aussi, ils ont besoin de renseignements sur Pierre-le-Duc et sur son passé. Eux aussi, ils tâtonnent. Il se frotta les mains. Steinweg était à sa disposition. Avant 1 heure, Steinweg aurait parlé. Avant 1 heure, le voile des ténèbres qui l'opprimait et qui faisait de l'affaire Kesselbach la plus angoissante et la plus impénétrable des affaires dont il eût poursuivi la solution, ce voile serait déchiré. Fin du chapitre 6.